Bienvenue. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est l'énergie mécanique, sous le thème de l'énergie. Le titre de la leçon, le théorème de l'énergie cinétique, présenté par moi-même, M. Semi Saidi, sous la direction de M. Ali Soltani, inspecteur général. On va commencer cette leçon par l'animation suivante. Donc, devant vous, le dispositif expérimental est formé par un chariot muni d'un capteur de force. Ce chariot peut se mettre en mouvement sur un plan horizontal. De telle façon, les frottements sont négligeables. Il est relié à un fil qui passe par la gorge d'une poulie et à l'autre extrémité, il est lié à un corset de masse MC égale à 50 grammes. Lorsqu'on va appliquer la force sur le chariot, il va se mettre en mouvement. Donc, on applique cette force, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on va constater? On constate que la vitesse du chariot augmente tant que la force est non nulle. Dès que la force s'annule, la vitesse du chariot reste constante à la suite du parcours. Donc, on va passer la question qu'on peut se poser: comment calculer la vitesse atteinte par le chariot après un parcours de longueur d égale à 0,36 mètres? Notez bien, la vitesse est une grandeur vectorielle notée V, alors que sa valeur est notée norme de V, qui s'exprime dans le système international en mètres par seconde. Lorsqu'on note seulement V, cela veut dire que c'est une grandeur algébrique qui peut être positive ou bien négative. Maintenant, comment on va répondre à la question précédente? Pour répondre à la question précédente, on va énoncer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème dit que dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide indéformable en mouvement entre deux instants T1 et T2 égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées sur le corps solide entre ces deux mêmes instants T1 et T2. Ce théorème est exprimé par la relation suivante. C'est une relation mathématique. La variation de l'énergie cinétique allant d'une position 1 à une position 2 est égale à la valeur de l'énergie cinétique à l'instant 2 moins la valeur de l'énergie cinétique à l'instant numéro 1, qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur le système de la position 1 vers la position 2. Mais pour appliquer ce théorème, on doit passer par ou bien suivre les étapes suivantes. Quelles sont les étapes? L'étape numéro 1, vous devez déterminer le système matériel étudié. La deuxième étape, c'est déterminer l'état initial du mouvement et l'état final au cours de déplacement. La troisième étape, faire le bilan des forces extérieures appliquées au système étudié au cours de son déplacement. Et quatrième étape, c'est calculer le travail de chaque force appliquée sur le système lors de son déplacement de la position initiale vers la position finale. Et finalement, la cinquième étape, c'est appliquer le théorème de l'énergie cinétique.
Donc, on va maintenant essayer de répondre à la question de l'animation numéro 1. C'est comment calculer la vitesse atteinte par le chariot après un parcours de longueur 0,36 mètres. Donc, la première étape, c'est on doit déterminer le système étudié. Donc, notre système étudié précédemment est formé par le chariot muni de capteurs de force. Deuxième étape, c'est déterminer l'état initial et l'état final le long de déplacement du chariot lorsqu'il est soumis à la force F. Notre système, c'est le chariot avec le capteur de force. Voilà le repère d'étude. Le sens de repère, c'est orienté suivant le sens du mouvement. L'origine de repère, c'est le point O. Le chariot se trouve initialement dans la position d'abscisse x égale à 0,2 pour se déplacer vers la position d'abscisse x égale à 0,56 mètres. Donc, les deux états, l'état initial, on a dit que le chariot, à l'état initial, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, le chariot se trouve à l'abscisse x1 égale à 0,2 mètres au repos, donc sa vitesse est nulle. L'état final, à l'instant t2 supérieur à l'instant t1, le chariot se trouve à la position x2 égale à 0,56 mètres, telle que sa vitesse v2 inconnue qu'on va la déterminer. C'est notre objectif. Maintenant, on va passer à faire le bilan des forces extérieures appliquées au système étudié lors de déplacement. Le système étudié, c'est le chariot avec le capteur. Donc, les forces appliquées, on peut débuter par la force appliquée par le fil, qui est la tension de fil. Et on sait que la tension d'un fil est toujours orientée suivant la direction de fil. Et le sens, c'est le sens du mouvement. C'est pour cela la tension de fil, elle est horizontale, dirigée vers le sens positif de l'axe. La deuxième force appliquée au système, c'est bien le poids du système orienté vers le bas et toujours vertical. La troisième force, c'est la réaction du plan de contact sur le système qui est toujours vertical, qui est toujours orthogonal à la trajectoire et dirigé vers le haut. Maintenant, on va passer à la quatrième étape, c'est calculer le travail de chaque force exercée sur le système le long du trajet étudié. Donc, puisque le poids, c'est une force, dans ce cas, orthogonale au vecteur déplacement, et comme vous avez vu dans la leçon précédente, que lorsqu'une force est perpendiculaire au déplacement, son travail est toujours nul. C'est pour cela le travail du poids allant de la position numéro 1 vers la position numéro 2, le travail du poids allant de la position 1 vers la position 2 est égal à 0, car le poids est perpendiculaire au déplacement. Ainsi que pour le travail de la réaction allant de la position 1 vers la position 2 est aussi nul, car la réaction, comme vous voyez, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, son travail est égal à 0. On va passer maintenant à la troisième force appliquée au système, qui est la tension du fil. Le travail de la tension allant de la position 1 vers la position 2 est égal à quoi? C'est égal à la valeur de la force, qui est la valeur de T, multipliée par la norme du vecteur déplacement AB, multipliée par cosinus de l'angle entre
le vecteur de force et le vecteur déplacement. Comme le vecteur force et le vecteur déplacement, ce sont deux vecteurs collinéaires de même sens, donc l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement est nul. Par conséquent, cosinus de 0 est égal à 1, ce qui nous donne que le travail de la tension est le produit de la tension de fil multiplié par la valeur du vecteur déplacement AB. Le vecteur déplacement AB, puisque le chariot se déplace de la position initiale d'abscisse x1 vers la position finale d'abscisse x égale à 2, donc la distance parcourue, c'est la différence des abscisses x2 moins x1, ce qui nous donne que le travail de la tension de fil est égal au produit de la tension de fil multiplié par la différence x2 moins x1. Or, la différence x2 moins x1, c'est la longueur du chemin parcouru. Donc, le travail de la tension allant de la position 1 vers la position 2 est égal au produit de la tension de fil multiplié par la distance parcourue, telle que cette distance est égale à 0,36 mètres. Maintenant, la dernière étape pour calculer la vitesse du chariot, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. L'instant initial, le chariot se trouve au point d'abscisse x1, son énergie cinétique EC1, c'est le produit de 1,5 multiplié par la masse du système multiplié par le carré de la vitesse initiale. Comme le système est initialement au repos, donc son énergie cinétique est nulle. À l'état final, le chariot se trouve à la position d'abscisse x2. Son énergie cinétique, donc, est égale à quoi? Est égale à 1,5 multiplié par la masse du système multiplié par le carré de la vitesse à la position 2. Comme on a montré précédemment que le travail de la tension allant de la position 1 vers la position 2 est égal au produit de la tension de fil par la distance parcourue par le chariot pendant cette phase, avec D est égal à 0,36 mètres, on va appliquer maintenant le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que la variation de l'énergie cinétique allant de la position 1 d'abscisse x1 du système vers la position 2, telle que le système se trouve au point d'abscisse x2, est égale à l'énergie cinétique du système à l'instant t2 moins l'énergie cinétique du système à l'instant t1, qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées entre ces deux mêmes positions. Dans notre cas, la variation de l'énergie cinétique allant de la position 1 vers la position 2, qui est égale à la différence de l'énergie cinétique de la position 2 moins l'énergie cinétique de la position 1, égale le travail de la tension allant de la position 1 à la position 2, plus le travail du poids allant de la position 1 vers la position 2, plus le travail de la réaction le long du même parcours de la position 1 vers la position 2. On va remplacer maintenant toutes ces grandeurs par leur expression. Remplaçons maintenant chaque grandeur dans l'expression précédente, ce qui nous donne que l'énergie cinétique du système dans la position 2 moins l'énergie cinétique du système dans la position 1, qui est égale à 1,5 multiplié par la masse multiplié par le carré de la vitesse dans la position 2 moins 1,5 multiplié par la masse du système multiplié par le carré de la vitesse en position 1, qui est égal uniquement au travail de la tension, puisque le travail du poids et le travail de la réaction sont nuls. Et comme le travail de la tension est égal au produit de la tension de fil multiplié par la distance du parcours, ce qui nous donne que 1,5 m V2 au carré moins 1,5 de m le carré de la vitesse 1 égale
le produit de la tension de fil multiplié par la distance du parcours. Or, le système est initialement au repos, sa vitesse est nulle, donc on aura 1/2 multiplié par la masse du système multiplié par le carré de la vitesse du système dans la position 2 est égal au produit de la tension du fil multiplié par la distance du parcours, ce qui nous donne que la norme de la vitesse du système à la position 2, notée V2, est égale racine carrée de produit de 2 multiplié par la tension de fil multiplié par la distance parcourue et divisé par la masse du système. Puisqu'une poulie change la direction d'une force sans modifier sa valeur, on va faire une approximation. On va prendre la valeur de T comme étant égale à la valeur du poids du corset, qui est égale à sa masse mc multipliée par la valeur du champ de pesanteur, de l'intensité du champ de pesanteur terrestre G. On trouve alors que la valeur de la vitesse V2 du chariot à la position 2 égale à la racine carrée de 2 multiplié par la masse du corset multiplié par la valeur de l'intensité de pesanteur G multiplié par la distance du parcours et le tout divisé par la masse du système étudié. Tout calcul fait, application numérique, la valeur de la vitesse V2 égale 2 multiplié par 50-10-3 kg, qui est la masse du corset, multiplié par la valeur de G, qui est égale à 10, multiplié par la distance parcourue du chariot, du système, qui est égale à 0,36 mètres, divisé par la masse du système formé par le chariot et le capteur de force, le tout égal à 364 10-3 kg, ce qui nous donne que la valeur de la vitesse du système à la position 2 égale à 1 mètre seconde moins 1. Par conséquent, on a pu déterminer la vitesse du chariot en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Comme une étude très importante, ou bien une application très importante du théorème de l'énergie cinétique, on va citer comme par exemple le cas d'un choc parfaitement élastique. Choc parfaitement élastique. Dans un choc parfaitement élastique, il y a conservation de l'énergie cinétique totale du système. C'est-à-dire, au cours d'un choc parfaitement élastique, l'énergie cinétique du système juste avant le choc est égale à l'énergie cinétique du système juste après le choc. On va prendre un cas particulier d'un choc élastique, qui est le choc frontal, et on va montrer que la valeur de la vitesse du système est conservée juste avant le choc et juste après le choc. C'est-à-dire, on va montrer que la vitesse juste après avant le choc du système est égale à la vitesse du système juste après le choc. Avant de passer à la démonstration, on va regarder ensemble la vidéo suivante. C'est un jeu, c'est une compétition sportive. La joueuse va lancer une boule de pétanque vers une boule initialement au repos. Donc, on va regarder ensemble la répétition. Donc, la joueuse lance une boule de pétanque pour heurter une deuxième boule initialement au repos. Juste avant le choc, la boule possède une vitesse alors que l'autre est au repos, sa vitesse est nulle. Qu'est-ce qu'il va se passer juste après le choc? Une boule reste au repos alors que la deuxième continue son mouvement avec une vitesse V.
comment on va montrer qu'au cours d'un choc frontal, la vitesse se conserve? Donc, le système étudié, dans ce cas, c'est un système formé par les deux boules de pétanque S1 et S2. Les caractéristiques du système juste avant le choc: la boule S1 est animée d'une vitesse V1, alors que la boule S2 est initialement au repos, donc sa vitesse est nulle. Les caractéristiques du même système juste après le choc, c'est-à-dire au cours d'une durée très brève, juste après le choc, la boule S1 reste au repos, sa vitesse est nulle, alors que la deuxième boule continue son mouvement avec une vitesse V2. Donc la vitesse V2, c'est la vitesse acquise par la boule B2 juste après le choc. Comme le choc frontal est un cas particulier d'un choc élastique, donc il y a conservation de l'énergie cinétique juste avant ou juste après le choc. C'est-à-dire, l'énergie cinétique du système étudié formé par les deux boules juste avant le choc est égale à l'énergie cinétique du système étudié juste après le choc. L'énergie cinétique du système étudié juste avant le choc est égale à la somme de l'énergie cinétique de la boule B1 S1 plus l'énergie cinétique de la boule B2. Or, la boule B2 est au repos, sa vitesse est nulle, par conséquent, son énergie cinétique est nulle. Alors que la boule B1, son énergie cinétique est égale à 1/2 m fois le carré de sa vitesse juste avant le choc. On va faire la même chose. L'énergie cinétique du système formé par les deux boules B1 et B2 juste après le choc est égale à l'énergie cinétique de la boule B1 plus l'énergie cinétique de la boule B2. Comme la boule B1, juste après le choc, est au repos, sa vitesse est nulle, donc son énergie cinétique aussi est nulle. Donc, l'énergie cinétique juste après le choc du système est égale uniquement à l'énergie cinétique de la boule B2 qui est égale au produit de 1/2 multiplié par la masse de la boule B2 multiplié par le carré de sa vitesse qui est V2. Comme les deux boules de pétanque ont la même masse, ce sont deux boules identiques, donc on peut déduire que la valeur de la vitesse V1 juste avant le choc est égale à la valeur de la vitesse V2 juste après le choc. Par conséquent, on a pu montrer qu'au cours d'un choc, ou bien le long d'un choc, au cours d'un choc frontal, il y a conservation de l'énergie cinétique au moment du choc. On peut citer un deuxième type de choc qui est un choc, ou bien c'est un choc parfaitement inélastique, ou bien dit choc mou. Le choc mou, les objets, au cours d'un choc mou, les objets heurtés restent collés après le choc. Ils vont former un seul système. La caractéristique de ce choc, c'est qu'il n'y a pas conservation d'énergie cinétique au cours du choc. Ce type de collision ou bien de choc est celui où la perte d'énergie cinétique est la plus grande, ce qui prouve qu'il n'y a pas conservation d'énergie cinétique au cours d'un choc mou. Maintenant, on va passer à une évaluation de cette leçon. Donc, on se propose d'étudier le mouvement d'un solide S1 supposé ponctuel de masse M1 égale à 100 grammes le long du trajet ABCD, comme indique la figure ci-dessous, la figure suivante. Comme vous voyez, le trajet est formé par 3 trajets différents. Le trajet AB est circulaire, de centre I et de rayon
R est égal à 0,2 mètres. Le trajet BC est un trajet horizontal, alors que le trajet CD, c'est un trajet incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés. Le long du trajet ABC, les frottements sont négligeables. Le solide S1 est lâché sans vitesse initiale au point A. Dans le cas de l'expérience, la valeur du champ de pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. La première question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, établir l'expression de la vitesse V1 du solide S1 au point B. Comme on a dit précédemment, que pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, on doit passer par les 5 étapes. La première étape, c'est donner le système étudié. Donc le système étudié matériel ici, c'est le solide S1. L'état initial, tel que le solide S1 se trouve au point A, avec une vitesse nulle, puisqu'il est au repos, donc son énergie cinétique initiale au point A est égale à 0. L'état final, le solide S1 se trouve au point B avec une vitesse V1 telle que son énergie cinétique à ce point égale 1,5 multiplié par la masse M1 du solide S1 multiplié par le carré de la vitesse du solide S1 au point B. Troisième étape, on va donner le bilan des forces extérieures appliquées au système étudié, qui est le système S1. Donc, le solide S1, au cours du trajet AB, il est soumis à deux forces. Le poids du solide, c'est une force verticale dirigée vers le bas, et la réaction du plan, c'est une force radiale, puisqu'elle est toujours perpendiculaire le long du trajet AB au cours du déplacement. On va passer maintenant à la quatrième étape, c'est de calculer le travail de chaque force exercée sur le système S1 au cours du mouvement de A vers B. Le travail du poids est égal, c'est un mouvement descendant, puisque le niveau du point B est en bas par rapport au niveau du point A. Puisque le mouvement est descendant, le travail du poids, c'est un travail moteur, donc elle est donnée par l'expression travail du poids est égal à M fois la masse du solide S1 fois l'intensité de pesanteur fois l'altitude H séparant les points A et B. Or, l'altitude séparant les points A et B est égale au rayon de cercle. Donc, le travail du poids allant de la position A vers la position B est égal à quoi? Est égal à la masse du solide S1 multiplié par le champ de pesanteur, ou bien la valeur du champ de pesanteur G, multiplié par le rayon de cercle. C'est un travail positif, comme on a dit, puisque c'est un mouvement descendant. Concernant le travail de la réaction, le travail de la réaction est égal à 0, car la réaction, elle est perpendiculaire le long du trajet AB au cours du déplacement. On va passer maintenant à appliquer le théorème de l'énergie cinétique. D'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique du système étudié allant de la position A vers la position B, qui est égale à la différence de l'énergie cinétique aux positions B moins l'énergie cinétique du système S1 au point A, égale la somme des travaux des forces appliquées, qui est le travail du poids plus le travail de la réaction le long du même trajet allant de A vers B. Comme l'énergie cinétique au point A est nulle, puisque le système S1 est initialement au repos, donc
cette expression, qu'est-ce qu'elle va nous donner? L'énergie cinétique au point B égale à n demi m1 multiplié par le carré de la vitesse est égale au travail de poids qui est égal à m1 multiplié par l'intensité de pesanteur G du lieu étudié multiplié par le rayon R. Donc, la valeur de la vitesse V1 du solide S1 au point B, la relation précédente, qu'est-ce qu'elle va donner? Le carré de la vitesse V1 égale au produit de l'intensité de pesanteur G multiplié par le rayon R fois 2. Ce qui donne la norme de la vitesse V1 égale racine carrée de 2 multiplié par l'intensité de pesanteur G multiplié par le rayon R. L'application numérique nous donne V1 égale à 2 mètres par seconde. C'est la vitesse acquise par le solide S1 au point B. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est montrer que le mouvement du solide S1 le long du trajet horizontal est un mouvement uniforme. Pour cela, on va faire le bilan des forces extérieures appliquées au solide S1 sur le trajet BC. Les forces sont le poids du solide S1, qui est une force toujours verticale dirigée vers le bas. La réaction, c'est une force verticale, dans ce cas, est dirigée vers le haut. Pas de frottement, puisque on a dit au départ que le mouvement s'effectue sans frottement le long du trajet AB et BC. D'après le théorème de l'énergie cinétique, ou bien en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les points B et C, delta EC allant de point B vers C égale à l'énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point B, qui est égale au travail du poids allant de B vers C plus travail de la réaction allant aussi de B vers C. Quand vous regardez que le poids et la réaction, ce sont deux forces perpendiculaires au déplacement, donc le travail du poids est nul, ainsi que le travail de la réaction est nul, car les deux forces sont perpendiculaires au vecteur déplacement BC. Pour le travail de poids, on peut confirmer que le travail est nul, car l'altitude séparant les points B et C, H, est égale à 0, puisque les deux points se trouvent dans le même plan horizontal. Et d'après l'expression du travail de poids égale à M fois G fois H, on trouve aussi que le travail du poids est nul. On va maintenant remplacer les deux valeurs du travail des forces dans l'expression mathématique de la variation de cinétique. On trouve que la variation de l'énergie cinétique allant de B vers C, qui est égale à la différence de l'énergie cinétique, évidemment, au point C moins l'énergie cinétique au point B, égale à 0. Ce qui nous donne que l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie cinétique au point C, c'est-à-dire l'énergie se conserve le long du trajet BC, c'est-à-dire l'énergie cinétique est une constante. Par conséquent, la vitesse est constante le long du chemin BC. Puisque la vitesse est constante le long du chemin BC, le solide S1 se déplace sur un trajet horizontal, rectiligne, donc on peut déduire que le mouvement du solide S1 est un mouvement rectiligne uniforme. La troisième question, la vitesse V1 acquise par S1 au point B est celle avec laquelle il entre en choc frontal avec un solide S2 de masse M2 initialement au repos. La question, c'est on va calculer la vitesse V2 de S2 juste après le choc, ainsi que la valeur de la masse M2
du solide S2. Puisque le choc qui s'effectue entre les deux solides S1 et S2, c'est un choc frontal, qui est un cas particulier d'un choc élastique, et comme on a dit précédemment qu'au cours d'un choc frontal, il y a conservation de la valeur de la vitesse, ce qui nous donne que la valeur de la vitesse du solide S1 juste avant le choc est égale à la vitesse V2 du solide S2 juste après le choc. Et comme la valeur de la vitesse V1 calculée précédemment est égale à 2 mètres secondes moins 1, on peut déduire que la valeur de la vitesse du solide S2 au point B est égale à 2 mètres par seconde. Et puisque les deux vitesses sont égales, donc on peut déduire que les masses sont conservées, c'est-à-dire la masse du solide S1 égale à la masse du solide S2. Quatrième question. Lorsque le solide S2 arrive au point C, à la vitesse V2, il va aborder maintenant une partie inclinée du parcours et arrive avec une vitesse nulle au point D. C'est-à-dire au point D, le solide S2 il va s'arrêter tel que la distance parcourue entre C et D est égale à 20 cm. On va montrer que le solide S2 est soumis à une force de frottement le long du trajet CD. Qu'on la note, cette force petit f. Le bilan des forces appliquées sur le solide S2 le long du trajet CD, c'est le poids du solide S2, la réaction du plan ainsi que la force de frottement. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre C et D, la variation de l'énergie cinétique de C vers D est égale à l'énergie cinétique au point D du solide S2 moins l'énergie cinétique au point C du solide S2 est égale au travail du poids allant de la position C vers la position D plus le travail de la réaction allant aussi du point C vers le point D plus le travail de la force de frottement le long du même trajet de C vers D. Comme le solide S2, il va s'arrêter au point D, donc sa vitesse est nulle, son énergie cinétique, bien évidemment, est nulle, donc on obtient moins la variation de l'énergie cinétique du solide S2, c'est la somme de travail du poids plus travail de force de frottement le long du trajet CD, car le travail de la réaction est bien évidemment nul, puisque la réaction, elle est perpendiculaire au vecteur déplacement, ou bien elle est perpendiculaire au déplacement CD. Cette relation nous donne que le travail de force de frottement allant de C vers D égale à moins l'énergie cinétique du système solide, ou bien du solide S2 au point C, moins le travail du poids le long du même trajet de C vers D. Comment on peut calculer le travail du poids allant de C vers D? C'est un montée ou bien c'est un mouvement ascendant. Donc le travail, c'est un travail résistant. Le travail du poids égale à moins M, la masse du M2 du solide S2, multiplié par l'intensité de pesanteur G, multiplié par l'altitude qui sépare le point C et D. Alors que, mathématiquement, l'altitude H séparant le point C et D est égale au produit de la distance CD parcourue multipliée par sinus de l'angle du plan incliné alpha. Donc, on aura comme expression pour le travail du poids moins la masse du solide S2 fois la valeur du champ de pesanteur G multiplié
par la distance parcourue CD multipliée par sinus alpha. Ces deux expressions, l'expression du travail et l'expression de l'énergie, on peut les remplacer pour calculer le travail du F allant de C vers D. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Le travail du F allant de C vers D égale moins 1,5 multiplié par la masse du solide S2, M2, multiplié par le carré de la vitesse V2, plus M2, multiplié par le champ de pesanteur G, multiplié par la distance parcourue CD, multiplié par sinus de l'angle alpha du plan incliné. Lorsqu'on passe à l'application numérique, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, le travail du poids, d'après l'expression précédente, moins 1,5 c'est égal à moins 0,5, multiplié par la masse M2 du solide S2 qui est égal à la masse M1 du solide S1 qui est égal à 0,1 kg, multiplié par le carré de la vitesse 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus la masse du solide S2 est égale à 0,1 kg, multiplié par l'intensité de pesanteur du lieu étudié égale à 10, multiplié par la distance parcourue qui est égale à 0,2 mètres, multiplié par sinus 30 degrés, on trouve finalement que le travail de F allant de C vers D est égal à moins 0,1 joule, différent de 0. Cela prouve que le solide S2, au cours de montée de C vers D, il est soumis à une force de frottement F. Maintenant, la dernière question, on va essayer de donner les caractéristiques de la force de frottement F, petit f. Les caractéristiques de la force, la direction de la force est toujours parallèle au déplacement, puisque le déplacement s'effectue sur le plan incliné CD, donc la direction de la force F est parallèle à la direction CD. La force de frottement, ou bien le sens de force de frottement, est toujours opposé au sens du mouvement, puisque le mouvement du solide S2, ou bien le solide S2 se déplace de C vers D, c'est pour cela le sens de force de frottement est orienté du point D vers le point C. Reste à déterminer la valeur de la force de frottement, puisque le travail de la force, d'une force, égale la valeur de la force multiplié par la valeur du vecteur déplacement, dans ce cas CD, multiplié par cosinus de l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force F. Puisque la force est collinéaire au déplacement, le sens est opposé au mouvement, donc l'angle que fait le vecteur force F et le vecteur déplacement est égal à pi. Cosinus pi est égal à moins 1, ce qui nous donne que le travail de frottement allant de C vers D égale moins la norme de la force multipliée par la distance parcourue sur D, ce qui nous donne que la valeur de la force de frottement égale moins le travail de la force de frottement allant de C vers D divisé par la distance parcourue CD. Lorsqu'on va appliquer numériquement, on va trouver que la valeur de F qui est égale à moins 0,1 le travail de frottement, divisé par la distance parcourue 0,2 mètres, on trouve finalement la valeur de la force de frottement est égale à 0,5 newton. Par conséquent, on a pu déterminer les caractéristiques de cette force. Merci de votre attention.